ce qu'on trouve excitant, c'est de détecter des sociétés, si possible, qui sont sous les radars et d'élaborer une conviction différenciée et forte. À ce moment-là, commence à mûrir une idée nouvelle chez moi, qui est l'idée de monétiser une conviction. Ce que tu veux dire, c'est que ces 11 dernières années, en moyenne, tu as créé 26% de performance chaque année en moyenne depuis 11 ans. Parce que pour moi, le Bitcoin, quoi qu'on en dise, ne génère pas de valeur. Il doit manquer une case sur ces trucs-là. Je peux pas investir dans quelque chose qui ne crée pas de valeur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vendeur dans chacun d'entre nous, tu vois? Mathieu, je suis hyper content de te recevoir. Je voulais te recevoir parce que tu gères un fonds d'investissement qui a des perfs hallucinantes. Moi, c'est la première fois que je voyais ça et j'ai plutôt l'habitude, tu vois, des discussions autour des perfs du S&P, du fait que 80% des fonds d'investissement, c'est l'étude Spiva en tout cas qui dit ça, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est autour des 80%, je ne me trompe pas beaucoup en le disant, qui sous-performent le S&P, donc autour des 10-11%. On en parlera tout à l'heure, mais toi, depuis que tu as investi à titre perso, tu as 26% de perf annuelle moyenne depuis 11 ans. Correct. C'est colossal. Et donc aujourd'hui, tu vas nous en parler. Tu vas potentiellement aider les commerciaux par ton expérience qui ont des primes et qui veulent placer leur argent à bien le faire. On aura cette discussion. Je t'ai préparé 3 use cases. Et puis, tu vas nous parler de toi et de ton parcours qui est quand même hyper intéressant. J'ai trop hâte. Ouais, et bah écoute, nous aussi. Et tu passeras par la case jeu de cartes qui est désormais une tradition chez nous. Donc, si ça te va, je te propose de commencer par te présenter en 30 secondes. Ouais, je m'appelle Mathieu, j'ai 42 ans, je suis investisseur. Je gère une société de gestion qui est basée à Genève, dont la mission est de gérer un fonds d'investissement luxembourgeois. Je fais de l'investissement depuis 11 ans, depuis 2013. Et puis avant, j'ai un parcours, une première partie de carrière en banque d'investissement où j'ai fait différents postes, sales, structuration et trading. Ok. Pour info, on se connaît avec Mathieu par ailleurs. Donc, quand on a eu la conversation pour faire ce podcast ensemble, Mathieu m'a bien expliqué que vis-à-vis de son job de société de gestion, il y avait quelques contraintes réglementaires. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport à ce qu'on va se dire aujourd'hui? C'est quand même encadré, donc est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, c'est très simple, et donc c'est bien de le poser en 20 secondes. On gère un fonds d'investissement qui est un fonds d'investissement alternatif, en ce sens qu'il est réservé à un certain type de clients. Ces clients sont des clients qualifiés ou well-informed, comme on dit à Luxembourg, et ce qui implique qu'il y a un montant d'investissement minimum et qu'ils doivent avoir certaines connaissances ou un certain patrimoine. Tu peux nous parler de ce que c'est un investisseur well-informed? Tu parlais de montant minimum, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Un investisseur well-informed, il se qualifie par le montant. Mm. Et donc, le montant minimum de souscription dans le fonds que nous gérons, c'est 125 000 euros. Mhm. Et il y a ensuite un certain nombre de critères, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont liés à son patrimoine et à ses connaissances financières. Et donc, il y a certains montants. Et ensuite, ça dépend aussi, parce que ces règles-là s'appliquent dans différents pays en fonction de différents critères. Et donc, pour faire simple, c'est des investisseurs qui ont un certain patrimoine. D'accord. Donc, il faut à la fois que tu aies un certain patrimoine. Ouais. Tu peux nous donner un ordre de grandeur quand même sur le patrimoine qu'il faut avoir? Non, parce qu'il y a Non. différents seuils en fonction de s'ils ont des connaissances ou pas. Et donc, ça s'appelle MiFID II, ça. Ok. C'est Donc, un volet réglementaire. Il faut un certain patrimoine. J'imagine un peu conséquent, si tu as 10 000 euros, ça ne va pas marcher quoi, de patrimoine. Ouais. Surtout que le montant minimum est de 125K, en Et l'occurrence. voilà, en l'occurrence, le montant minimum. Donc, Ça c'est-à-dire, bloque. normalement, c'est plus que 125K, merci pour la remarque. Et justement, que malgré que tu aies un patrimoine, même si je sais pas, tu as 10 millions, il faut que tu mettes au moins 125 000 euros dans le fond pour que ça fonctionne. Voilà. Ok, merci pour ces précisions. Maintenant qu'elles sont faites, on va pouvoir démarrer. Moi, ce que j'aimais bien dans ton parcours, c'est que c'est quand même un petit peu spécial parce que tu as commencé, on pourra parler des chiffres, mais tu as commencé avec, entre guillemets, un petit montant dans ce milieu-là. Et grâce à ta croissance, tu es monté vite à des sommes plus importantes. Aujourd'hui, tu le fais pour tes clients. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? À quel moment tu t'es dit, j'ai monté ma société de gestion et je vais faire les choses moi-même, quoi? Alors, en fait, j'ai quitté donc, le monde de la banque d'investissement en fin 2012. J'ai commencé à investir de façon personnelle, toujours avec la même méthodologie, avec le même concept. Donc, investissement de conviction, long only, Ok. investissement à long terme sur des actions cotées. Ok. Et au départ, en parallèle, je cherche du boulot en tant que gérant action. Ouais. Donc, logique, sachant que en banque d'investissement,
j'étais sur différentes classes d'actifs, mais j'ai essentiellement touché à des dérivés, Ok. et notamment fixed income et foreign exchange. Ok. Tu peux nous expliquer simplement pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est le foreign exchange et le fixed income? Donc le fixed income, c'est essentiellement dérivé de taux, dérivé de change, donc dérivé sur devise. Et donc Ok. ce que j'ai essentiellement fait, notamment dans la plus grande partie de mes 7 ans en banque d'investissement, c'est de la vente de produits dérivés et du market making de dérivés de change, Ok. à savoir tu cotes des produits dérivés, donc des options de change, soit des produits structurés, des produits dérivés, et tu les deals soit pour le compte d'un vendeur, si tu es trader, market maker en l'occurrence, ou alors pour le compte d'un client, si tu es sales, c'est-à-dire vendeur. Ok. Et cet acte, justement, parce que tu dis sales vendeur, c'est pas la même chose. Tu vas pas pitcher un mec pour lui dire vendre et tout. Dans les marchés, tout va plus vite, les codes sont différents. En quoi c'est différent? Tu peux nous en parler plus précisément? C'est quoi un sales finalement en banque d'investissement? Alors si tu prends les dérivés de change, déjà si tu es un trader, tes contreparties sont des vendeurs. Et donc mais des vendeurs de la banque. Donc Mhm. eux ont des clients finaux en face et ils vont te demander des prix sur des instruments dérivés De la même banque que toi. de la même banque que toi. D'accord. Et ils vont te demander ça pour, par exemple, proposer un produit d'investissement, c'est-à-dire par exemple acheter un call, c'est-à-dire une option sur l'euro-dollar, Mhm. ou pour hedger, c'est-à-dire couvrir un flux en devise, Mhm. et ils vont te demander le prix de ces instruments. D'accord. Et donc, toi, il n'y a pas d'acte de vente. Non. C'est une demande de prix, un request for quote. Ouais. Et donc, tu leur donnes le prix, bid offer, et ils te tapent, Ok. et tu deals, et ensuite tu as un book dans lequel tu déposes les instruments que tu traites. Et ce book, il peut être, selon les modèles, complètement hedgé ou pas sur différents paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand tu vends des produits dérivés à des clients finaux, Ouais. qui sont clients de la banque, Ok. Qui sont quoi souvent des incites, des. ça peut être des corporates ou des institutionnels. Et donc eux, là où c'est spécifique, il y a un peu cet acte de vente. Je vais appeler, je vais faire, il faut que je leur propose des trucs. Mais il y a deux aspects qui sont un peu particuliers. C'est qu'il y a souvent un besoin extrêmement clair avec un portefeuille de clients qui ont une exposition dans un sens donné sur telle devise. Ok. Et donc tu le sais. Et donc tu as un besoin de niche auquel tu réponds par de la structuration, c'est-à-dire en mettant en place le bon produit. Tu crées pour eux. Exactement. Mm. Et puis en fait, du coup, il y a une espèce de tunnel entre le besoin et le service rendu. De la même manière que dans le cadre d'un trader à un vendeur, et ben dans le cas d'un vendeur à un client, il y a aussi la considération de prix qui est majeure, puisque tu restes quand même essentiellement sur des marchés standardisés en termes d'instruments financiers Mm. et de typologie de besoins. Et donc, ça veut dire que le prix est l'élément différenciant. Et donc, la qualité du vendeur en tant que vendeur compte, évidemment. Mais elle n'est pas toujours, en tout cas, décisive. Ce qu'on dit souvent sur ces rôles-là, c'est qu'il faut être un peu top of mind, enfin dans la tête du client. Il faut il faut se rapprocher de lui pour que ce soit lui, enfin que ce soit à toi qui pense, mais qu'à la fin, effectivement, c'est le prix qui est le plus décisif. Donc toi, tu n'as pas vraiment de latitude, puisque le produit qui correspond aux besoins du vendeur dans une banque, je sais pas, à la SG, ce sera exactement le même qui sera fabriqué potentiellement à la BNP. Ce qui a différencié les deux, c'est le prix auquel tu le passes, quoi. Absolument. Et ce qui a d'ailleurs, ça c'était vrai dans le monde que je connaissais avant, il y a 20 ans. Et moi, quand je l'ai quitté, euh, on était un peu au bout justement de ce côté in situ personae, puisqu'il y avait de plus en plus de machines dans lesquelles on traite automatiquement. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les transactions se font de plus en plus sur des produits structurés, puisque plus tu structures, plus tu crées un produit unique. Hmm. Et donc, il y a dans les banques, euh, les produits structurés maison ont pris pas mal de place, alors que des dérivés vanille
ou des transactions spot, comme on dit dans le change, bah, ça se fait dans des machines maintenant. Ouais. Donc il y a plus, je vais appeler ce mec-là parce qu'il est sympa, tu fais dans une machine. Et du coup, c'est quoi le spectre, enfin, l'ensemble des possibilités pour le sales de de bien faire son job ou de se performer dans son job? Qu'est-ce qu'il a comme outil pour bien travailler? En banque d'investissement? Ouais. Ah, déjà, la banque d'investissement, en gros, qu'on soit sales ou trader, ce qu'on va faire dans une banque d'investissement, si on est en front office, c'est qu'on va dealer. Mhm. On va dealer des produits. Donc, il Ok. faut aimer ça. Et quoi qu'on en dise, moi, j'aime ça. Je trouve ça sympa, par exemple, de dealer des produits. Je trouve ça cool. Il faut se concentrer, mais ensuite, c'est un truc, euh, ça marche bien si tu es méthodique, etc. Ensuite, euh, une fois que tu as fait ça pendant quelques années, euh, bah, la carotte, c'est le management. Et donc, ça reste des grandes institutions qui ne sont pas horizontales sur le plan du management, c'est plutôt pyramidal. Mm. Et donc, il faut avoir envie de monter, tout simplement. Il Ouais. faut avoir envie de prendre des responsabilités managériales. Et donc, c'est l'évolution traditionnelle. Donc, en tant que sales, sur la réussite du vendeur, bah, c'est aimer ça, être un bon vendeur, vouloir faire plaisir aux clients. Et je te disais que ce n'était pas forcément ultra discriminant de ce point de vue-là, mais malgré tout, ça aide. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour remporter la Bah, préférence du client? par exemple, moi, j'avais un profil technique. Et donc, par exemple, je cotais rapidement, je faisais pas d'erreurs dans les transactions, je structurais des produits de façon clean. Hmm. Et donc, c'était un petit peu euh, mon truc à moi. Chacun a son style. Il y a quoi d'autre à part la technique qui peut te différencier? Tu as des gens justement ultra commerciaux, au sens qui vont appeler leurs clients tous les jours parce qu'ils vont se rapprocher de certains clients auxquels ça fait plaisir et ils vont construire. En fait, tu construis, c'est ça qui est bien d'ailleurs, ton portefeuille client en fonction de ton style et de Hmm. ta connivence avec ton portefeuille client. D'accord. Et donc les gens ultra commerciaux, en général, vont avoir des clients plus vanille et, euh, et ils vont s'en faire des copains et ils vont se voir régulièrement. Si tu as un profil plus technique, tu vas essayer de répondre techniquement au mieux à la demande. Les deux ne sont pas incompatibles, tu me diras évidemment, mais c'est des Oui, il y a styles, toujours, bien sûr. je schématise pour Bien que... sûr, bien sûr. C'est difficile d'être très équilibré sur les deux points. Soit tu es un Oui, petit peu plus technique, voire très technique, soit tu es un petit peu plus, on va dire, dans la relation et l'humain. Et absolument. ouais, ok. Et du coup, donc là, tu décides d'arrêter. Mhm. Tu as un peu fait le tour, ça fait 7 ans que tu es en banque d'investissement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est un petit peu plus profond que ça. C'est-à-dire que, euh, donc, je vais reprendre un peu le fil de l'histoire à la fin de mes études. Je suis à Dauphine, Ok. je fais éco et gestion. Ensuite, je fais un truc, ça s'appelle maintenant Master Audit, ça s'appelait MSTCF, Maîtrise des sciences comptables et financières. Et c'était un truc avec 40 heures de cours par semaine, ce qui était pas mal. Je me dis, mais audit, finance, beaucoup de compta, de droit, Ouais. etc. Et donc ça m'a beaucoup servi. Mais je me dis, je veux pas trop faire ça. Et dans la finance des marchés, euh, que j'ai rejoint finalement, il y avait ce petit côté funky, un peu exotique, les salles de marché. Euh, et à ce moment-là, commence à mûrir une idée nouvelle chez moi, qui est l'idée de monétiser une conviction. C'est-à-dire, j'avais des cours très théoriques de macro, tu vois, avec des lois du genre des liens entre le chômage et les taux d'intérêt qui n'avaient aucun sens pratique. Tu te disais, mais attends, si je choque mon modèle, ça ne marche pas, tu vois. Ouais. Et, et puis, tu avances un peu, puis les choses, tu te dis, bah, en fait, peut-être que, tu vois, si tu réfléchis à ça, peut-être que ce serait intéressant. Et donc, à ce moment-là, je suis intéressé par cet univers-là. Euh, et en fait, je fais donc un master en finance quantitative en me disant, c'est vers ça que je veux aller. Donc l'idée de, je crée une conviction, je prends une position et, et ça marche. Si j'ai raison, je gagne Si de j'ai l'argent. raison. Si j'ai tort, j'en perds. Exactement. Et donc là, je rejoins une banque d'investissement, bah, la SG. Et donc,
désillusion dans le sens où déjà tu commences, t'es un bleu, tu fais des PPT, donc tu te dis Tu fais des slides. tu Tu fais des mets quoi dans tes slides slides? Tu dis quoi? Ah, c'est les slides pour pour les les. autres. Ouais. Et puis On t'engueule parce que c'est pas aligné. non, on m'engueule pas, mais déjà équipe hyper sympa. Ok. Mais moi en décalage, j'avais 22 ans, 23 ans, ils étaient plus âgés. Je, je, je savais pas trop ce que je faisais là. Il y avait un gros décalage, sachant que j'avais fait très peu de stages avant. Erreur. Je préférais faire du tennis l'été. Et euh, donc j'arrive un peu lost in translation. Et donc il y a pas je retrouve pas ce truc où je vais dealer, etc. En tout cas pas au début. Tu t'étais fait une autre image de ce que ça allait être. Et au Ouais, final, t'es derrière ton écran, tu fais du PowerPoint, quoi. exactement. Ouais. Et donc je réalise que en plus c'était en Angleterre, donc il y a le décalage. J'avais pas un très bon niveau d'anglais. Ok. Euh, et donc, je me dis, la route va être longue. Et je me réfugie, entre guillemets, parce que c'était un desk assez large, avec de la vente et du trading. Et donc, je me retrouve à faire plutôt de la modélisation, de la programmation, Ok. Plus technique, du coup. plus technique. Ouais. Et donc là, je suis Toujours à content. la Société Générale? Toujours, ça a duré un an et des Ouais. brouettes. Ok. On me propose, après, c'est pas non plus, on m'a pas donné le contrat, mais Ouais. j'avais clairement une window pour faire de la structuration, j'ai refusé Ok. parce qu'il n'y avait pas ce côté on deal, etc. J'ai fait des entretiens pour faire du trading sur dérivés de change, mais je devais reprendre un book sur le yen et ça n'a pas fité avec le mec, bref, ça se fait pas. Et donc, je change de banque in fine. Et donc là, j'ai fait au total 6 ans au Crédit Agricole CIB, la banque d'investissement Crédit Agricole, 4 ans en France, 2 ans en Suisse. Ok. Et donc, première partie, équipe de dingue, vente, structuration, hyper bien. Et donc là, je traite, mais il n'y a toujours pas l'idée de on va prendre des positions. Ça commence à me frustrer un petit peu. Et puis, deuxième partie, market making, c'est-à-dire je traite pour le compte de vendeur et je Mm. fais un petit peu de vente pour des clients finaux. Et il n'y a toujours pas ça. Ok. Et donc, je me dis, Tu fais ce qu'on te dit, quoi. T'as pas de conviction. j'ai pas de Tu prends conviction. celle du client, entre guillemets, quoi. Exactement. Je Ouais. deal, je crée un peu des produits, c'est cool quand l'équipe est bonne. Parallèlement, je découvre l'investissement en actions pour compte propre, perso, en parallèle. Donc tu le fais pour toi, c'est comme ça Je que le tu. fais avec mes économies. Ouais. Et puis, euh, bref, je quitte ce monde et je commence, je tire un trait en me disant de toute façon, l'investissement action en plus. J'étais, comme je te le disais, fixed income et foreign exchange. Donc, rien à voir avec l'investissement action. Mm. Mais dans l'investissement action, je m'étais dit, l'investissement action à long terme, ça tout le monde le sait, il y a quand même des investisseurs. Tu peux investir avec des bons filtres dans des boîtes qui vont surperformer. Mhm. C'est relativement factuel, il y a un consensus assez large pour dire ça. Si tu le fais bien, etc. Et j'avais cette conviction-là. Et donc, je quitte le monde de la banque d'investissement en mode, je vais commencer à le faire perso. Donc là, on est en janvier 2013. D'accord. Et en même temps, je vais essayer de rejoindre un fonds d'investissement ou d'être analyste action Pour apprendre à pour fond. apprendre. D'accord. Et le fait de faire ça perso, de commencer à le faire avec une vraie méthodologie qui n'a pas bougé d'ailleurs d'un iota par rapport à maintenant, et d'avoir déjà un compte titre qui est auditable avec un turnover faible, c'est-à-dire de l'investissement de conviction à long terme, eh ben je Quand tu dis un pourrais. turnover faible, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup, tu fais pas de l'achat-revente Exactement. C'est hyper pas. rapide, c'est tu prends une position, tu la gardes longtemps Exactement. et t'en prends pas beaucoup. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que le produit, la valeur ajoutée, l'alpha, se fait en gardant la position. Hmm. Elle se fait sur le temps. Hmm. Et donc, je passe des entretiens 2013, pas 40. Et là, je me rappelle que j'étais en mode, j'avais des idées qui marchaient bien d'ailleurs, même si c'était nouveau. Mais j'étais assez convaincu. Et je passe des entretiens. En gros, d'ailleurs, on m'a posé des bonnes questions. On me disait, mais c'est quoi tes idées? Donc je donnais les idées. On me disait, c'est de la merde, en gros. Et Et c'était de la merde? moi, je trouvais que c'était bien. Ouais. Euh, et d'ailleurs, j'aurais été encore plus concentré euh, au début, mais j'avais plutôt des feedbacks négatifs. Et donc, donc
je sais pas, ça me freinait. Et puis parallèlement, donc en 2013, je fais une performance sur mon compte personnel de 70, en français 60, 70% ou un truc comme ça. Ok. Donc très bien. Ouais. Et de fil en aiguille, je rencontre mon associé Hervé, qui euh, on commence à parler, ça fit, etc. Et on se met dans le projet. On commence à gérer donc aussi son argent avec la même méthodologie, enfin une partie de son argent, et ainsi de suite. Et on commence donc de fil en aiguille. Quelques années après, en 2016, on lance la société. On gère sous forme de conseil quelques clients. Ok. Et flash forward, vers 2019, on se dit, bon, bah, là, on est prêt, on peut aller de l'avant. Ouais. Et le temps de réfléchir, etc. On fait auditer mon track record personnel en 2021, fin 2021, début 2022. Ok. Et donc, ensuite, le temps d'avoir l'autorisation FINMA, qui est l'équivalent de l'AMF en Suisse, on lance le process. Et donc, le fonds que nous gérons a été lancé en avril 2022. Ce que tu veux dire, c'est que ces 11 dernières années, en moyenne, sur les décisions que toi, tu as prises, tu as créé 26% de performance chaque année en moyenne depuis 11 ans. Oui, Du coup, même si on est deux dans le process, mais c'est... vous l'avez fait ensemble. On l'a Oui, fait vous l'avez fait ensemble. Et toi, personnellement, tu as commencé donc, dans ce fonds où tu disais que tu as mis un peu moins de 300 000 euros. Du coup, aujourd'hui, c'est devenu quoi? Dans le fond, aujourd'hui, j'ai à peu près 7 millions d'euros D'accord. personnels. Qui viennent que de la perf Ah oui, que vous avez réalisée. oui. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont très contents quand ils font 12% par an, tu vois, 11% par an, et je pense que c'est déjà très bien. Et d'ailleurs, on le voit pour ceux qui connaissent dans l'étude Spiva, que 80% des fonds ne surperforment pas le marché. Alors, parfois c'est le S&P, parfois c'est un peu plus c'est élargi, etc. Mais grosso modo, il y a 80% des fonds qui font moins de 12% par an. Toi, aujourd'hui, tu viens, tu me dis, depuis 11 ans que moi j'investis, je fais 26%, c'est audité. C'est énorme, quoi. Donc c'est énorme, ça m'impressionne. Qu'est-ce qui peut expliquer ça d'après toi? Comment tu as fait pour avoir ce type de perf? C'est quoi la différence? Bah, on a une méthodologie hardcore d'investissement avec beaucoup de due diligence. Et il y a deux phénomènes qui expliquent ça. On est passionné et on investit de notre patrimoine. Donc forcément, ça aide. Il y a des Ouais. bonnes incentives, comme on dit. Et de façon plus statistique, puisque ça, je te donne c'est de l'intangible. Mais il y a trois phénomènes qui, statistiquement, si on regarde la perf et qu'on essaye de l'expliquer en la découpant, il y a trois choses qui ressortent. On a été historiquement pas mauvais pour détecter ce qu'on appelle, nous, des moonshots, c'est-à-dire des sociétés d'une taille intermédiaire. Quand je dis intermédiaire, c'est 1 à 10 milliards de capitalisation boursière et qu'on avait considéré comme étant des grosses sociétés en devenir, Ok. et donc avec des performances x10, x20 sur la durée. La deuxième chose, c'est qu'on a des filtres de sélection extrêmement rigoureux. Je ne vais pas t'endormir, mais en gros, on cherche des boîtes profitables, scalable, dominantes, et Ouais. qui sont gérées par des managers ultra alignés financièrement et très honnêtes. Et donc, on a évité statistiquement, on pourrait parler de coups foireux, qui Ouais. ont un petit côté aléatoire, mais si tu fais moins de due diligence, forcément, tu risques d'en avoir plus. C'est quoi un coup foireux? Donne des noms. Une fraude. Ouais. euh, Mais tu as une- des noms de coups foireux récemment, là, si on voulait se. Bah, les phénomènes, enfin, je peux te citer plein de fraudes, Wirecard il y a 2-3 ans, enfin, je vais pas donner trop de noms, mais Ouais. tu Il y en a eu récemment, il y a oui, tout- on a il y a- vu il y a- un il y a- gros tombé. il y a toutes sortes de coups foireux, il y a les Ouais. fraudes, il y a les managements pas très transparents, où tout d'un coup on te fait une annonce, tu t'avais rien vu venir, le stock ouvre à moins 40%, et ça, d'ailleurs, les marchés sont de plus en plus frileux et réagissent de façon extrêmement agressive à des mauvaises surprises. Et donc nous, statistiquement, même s'il y a une part d'aléa dans ces choses-là, on n'en a pas eu. On en a, on va dire, très peu eu. Donc ça, c'est le deuxième phénomène. Et le troisième phénomène, c'est que on investit sur la base de business case très élaborés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on investit, on met en place, on publie une note de recherche Ok. d'une vingtaine de pages et on le fait pour nous. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on a besoin d'avoir les scénarios qui pourraient se présenter dans le temps et qui vont permettre de faire ce qu'on appelle du positioning, c'est-à-dire d'augmenter notre position ou de la réduire selon tel ou tel scénario.
Et dans le cadre de nos due deals et de la rédaction de ce type de papier, on parle systématiquement aux investor relations des sociétés qu'on étudie. D'accord. On parle à des salariés ou à des anciens salariés, à des experts de terrain. Et donc, ça nous permet d'avoir l'ensemble des scénarios positifs ou négatifs. Et on commence systématiquement par des petites positions. Et D'accord. l'objectif, c'est de les accroître si l'ensemble des choses qu'on doit valider se valident dans le temps. Tu fais des recherches, donc ce que tu dis, c'est que tu fais des recherches approfondies. Tu disais le terme hardcore tout à l'heure sur une idée d'investissement, une entreprise. Ouais. Par exemple, j'ai dit Tesla, parler de Voilà. Tesla, moi j'aime bien. Donc tu te fais une idée. À partir de cette idée, tu vas construire différents scénarios probables où tu prévois que si ces scénarios arrivent, tu vas renforcer ta position ou au contraire alléger. Ça, tu le fais à l'avance. Après, tu mets une première poche d'investissement en fonction de ce qui se passe. Tu prends tes décisions telles que tu les as écrites. Il y a autre chose que tu as dit qui est hyper intéressant, c'est que tu parles aux investor relations, donc la partie de l'entreprise qui communique avec des investisseurs comme toi. Moi, quand tu me dis ça, ça me paraît assez évident quand tu investis dans une boîte pour ton compte et puis le compte d'autres personnes, de le faire. Est-ce que c'est une pratique, tu le précises, donc j'imagine que c'est un peu différent, est-ce que c'est une pratique courante ou est-ce qu'il y a des boîtes qui mettent des pions sans parler à ces gens-là? Alors, d'après ce qu'on voit, nous, c'est pas une pratique courante sous la forme dans laquelle on la pratique. D'accord. C'est-à-dire que ce qui est fréquent, c'est que tu as des roadshows, tu as des conférences dans lesquelles les investor relations vont et parlent à des géants. Ok. Mais le fait d'y aller et de les appeler en leur disant est-ce que vous avez un slot dans lequel on peut se parler 30 minutes parce qu'on a des questions qu'on peut vous envoyer à l'avance, ça c'est beaucoup plus rare. Et la raison pour laquelle c'est rare, c'est qu'en fait, pour créer ça, il faut avoir des questions. Et Ouais. nous, les questions, elles viennent par de la recherche élaborée qui fait qu'on a des points à valider. Et souvent, ces points n'apparaissent pas comme ça. C'est pas, on ne regarde pas un dossier pendant 3 heures et on dit tiens, il y a quelques questions. Ça apparaît parce que tu as passé 100, 150 heures et qu'il y a des choses dont tu n'as vraiment pas les réponses. Et il n'y a qu'eux qui peuvent te les donner. C'est des exemples, c'est des choses précises à long terme sur tu vois, des points stratégiques, des points du modèle de business que nous, on a besoin de comprendre pour pouvoir établir nos scénarios à l'avance. Et je te parlais de positioning. Souvent, effectivement, on aime que les scénarios soient prêts. Et du coup, on parlait d'investissement, mais on peut aussi faire du positioning agressif, c'est-à-dire réduire ou augmenter une position de façon assez agressive, malgré le fait qu'on soit des investisseurs à long terme. Ouais. Mais on n'est pas forcément du buy and hold tranquille non plus. On peut annuler une position ou au contraire l'accroître de façon assez dynamique parce que tous les points du scénario positif se valident. Et donc ça, pour le coup, c'est assez évident. Mais la spécificité de notre modèle, c'est que ce renforcement-là n'est pas émotif. Il ne va pas se faire parce que ça monte ou parce qu'on a les bonnes vibes. Ça se fait parce qu'on a chiffré, on a validé des choses et ces éléments donnent lieu à des renforcements. Ouais. Et je vois assez bien comment, en prévoyant tes scénarios à l'avance, en disant si ce passage fait ça, tu prends de la distance sur la décision. Et au moment où ça arrive, c'est juste bon, bah, ça, c'est arrivé, on a dit qu'on ferait ça, on fait ça. Et tu n'as plus ce truc émotion, quoi. Absolument. Donc, et on retrouve quelque chose dont on parlait tout à l'heure, c'est l'aspect technique dans tes investissements. Tu sais que bah, quand tu étais trader, ta force, c'était plutôt la technique dans ce que tu faisais. Là, on le retrouve. Quand tu dis 100 à 150 heures par boîte, c'est le temps que vous passez à étudier les dossiers, quoi. Ouais, sachant que ça, c'est le temps, on va dire, ad hoc, c'est-à-dire dédié à la mise en place de l'investissement. Mais souvent, ce sont des sociétés qui sont dans notre horizon déjà depuis longtemps, donc on les connaît déjà. Ouais. Donc on va dire que c'est 100 à 200 heures en moyenne pour un nouvel investissement, dès lors que c'est évidemment, il y a certains types d'investissements qui vont prendre plus ou moins de temps, sachant que nous, on n'a pas de style, souvent, ça c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, il y a un style value ou growth. Ok. Pour nous, ça n'existe pas. Nous, ce Ok. qu'on veut, c'est du return. Et donc, que la société soit en croissance forte ou qu'elle n'ait pas de croissance, mais qu'elle donne un énorme dividende et qu'elle fasse des buybacks, nous, on somme ces 3 éléments. Et donc, ce qu'on veut, c'est un gros total return qui se décompose entre croissance des bénéfices, dividendes et buyback, et une valorisation raisonnable. D'accord. Et donc, c'est ça que vous faites depuis 11 ans, et c'est ça qui vous a permis de faire 26% de Ouais. perf Ouais. ok, par an.
Ouais, et c'est ça qui nous passionne. Ce qu'on trouve excitant, c'est de détecter des sociétés, si possible, qui sont sous les radars. Quand je dis sous les radars, c'est des courtiers et des gestions traditionnelles, des indices traditionnels, et, d'élaborer une conviction différenciée et forte. Tout à l'heure, on a dit qu'on reviendrait sur ton passé avant Omnium Capital. Tu étais trader, c'est un métier qui fascine beaucoup de monde. Tu étais sales trader, si on est plus précis. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde du sales qui regardent la chaîne. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu étais en banque d'investissement, en quoi consiste ce métier en banque d'investissement et quelles sont les différences avec un métier de sales classique? Dans la vente en banque d'investissement, il y a différents types de produits déjà. Donc moi, je vais parler des produits que je traitais, c'est-à-dire des produits dérivés, sur notamment le forex, c'est-à-dire les devises. Les devises, ok. Euro, dollar, yen, tout ça. Exactement. Et donc, dans ce type de vente, il y a une partie technique, de toute façon, qu'on soit un commercial hardcore ou un profil plus technique. Il y a une partie technique qui consiste à structurer un produit, c'est-à-dire à le mettre en place, qu'il soit vanille, structuré ou exotique, et donc, c'est-à-dire plus ou moins complexe en gros, et donc pour répondre à un besoin. Et donc, ça veut dire que la dynamique de vente n'est pas tout à fait la même, dans le sens où le client a un besoin clairement exprimé, qui est un peu un besoin de niche en général, et ça crée un acte de vente que je considère personnellement comme moins agressif. Après, il y a différents profils, mais c'est plus, il y a un besoin. Souvent d'ailleurs, il y a un request for quote, c'est-à-dire une demande de cotation. Le prix est la variable discriminante. Après, depuis que j'ai quitté ce monde aussi, les produits structurés, personnalisés se sont plus développés, tout simplement parce que les produits classiques se traitent dans des machines, les options vanille ou même des produits structurés de base. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sales quand tu dis ça se traite dans des machines? Il reste quelques sales, mais sur les produits vraiment vanille simples, ça se fait. On peut parler de spot par exemple, c'est-à-dire les conversions classiques J+2 en euro-dollar par exemple, ou en n'importe quelle devise majeure. Ça se traite dans une machine. C'est la seule chose qui fait que tu achètes ou tu n'achètes pas, c'est le prix, parce qu'un spot et un autre spot, c'est la même chose, quoi. Exactement. C'est le seul prix qui change. Donc on comprend bien pourquoi les sales ont moins de valeur ajoutée dans ces milieux-là. Ok. Et du coup, comment ça fonctionne? Tu es sales trader, tu es plus ou moins technique sur des produits où il y a plus ou moins de valeur ajoutée en tant qu'humain, entre guillemets, à le faire. C'est quoi les leviers que tu as pour réussir ton job? Alors, il y a déjà différents styles. Moi, j'avais donc un profil, que ce soit en market making, trading ou en vente. Déjà, tu as ton style et tu crées du coup un portefeuille client. On pourrait presque dire que les sales que tu as en face, si tu es trader, sont d'une certaine manière tes clients. Et donc, si par exemple, moi, je traitais de façon rapide et sans erreur, et donc, mais j'étais pas forcément quelqu'un avec lequel tu tchatches pendant 50 heures. Ça, c'était ton style à toi? Ça, c'était mon style à moi. Et donc, donc j'avais les clients que je méritais, entre guillemets. Ce qui est très vrai dans tous les... Ça, c'est très similaire à tous les sujets commerciaux. Et il y avait des profils plus, on va dire, volubiles, qui avaient d'autres types de clients et qui sont... Et c'est, je pense, les meilleurs vendeurs, puisque c'est évidemment ceux qui créent le plus d'intuitu personae, et c'est aussi ceux qui ont des relations dans lesquelles le client est moins regardant sur les prix. Oui, donc en fait, chacun a sa force et sa faiblesse, mais ce qu'on retrouve par rapport au commercial, au sales traditionnel, c'est que tu as quand même les deux jambes, une jambe très technique, compréhension, analyse, synthèse, et une jambe plus relationnelle. Et donc après, tu es bon ou moins bon selon les produits que tu touches. Parce que si c'est sur des produits très techniques, le rationnel fera peut-être moins la différence que si sur des produits de commodité où tous les prix sont les mêmes, etc. Et dans le dealing, de toute façon, effectivement, plus tu montes en structuration, soit tu es capable de mettre en place un produit ultra différenciant parce que tu le structures et que tu touches à ça. Et ça pouvait être mon style parfois sur quelques produits. Mais plus tu baisses en gamme, plus c'est le prix qui est
qui est la variable de décision. Ok. Il y a un truc dont il faut qu'on parle, parce que je sais que ça intéresse les gens qui regardent, c'est la REM. Sales trader en banque d'investissement, les grandes qu'on connaît, Société Générale, Crédit Agricole, CIB. On va pas parler des américaines parce que je crois que c'est vraiment plus élevé. Comment ça fonctionne la REM? Il y a du fixe, du variable, c'est quoi les montants? Alors, à mon époque, parce que ça a beaucoup changé, je pense. Mais c'était il y a 10 et ans. le truc, c'est que, en fait, ce qui est particulier dans ta question, c'est que je quitte ce monde à 31 ans. Ouais. J'en ai 42. Ouais. Et donc, c'est pas du tout la même dynamique. C'est-à-dire Bien que sûr. mes potes qui sont restés dans la banque d'investissement, bah, en général, d'ailleurs, ils étaient plus âgés que moi à l'époque. Donc, ils ont, disons, 45 ans. Ils sont dans la banque d'investissement. Si tu y es resté à 45 ans, tu manages un desk. Ouais. Et donc, tu touches, je dirais, à vue de nez, 500K bonus compris. Ok. Et c'est quoi? C'est 50 en termes de fixe et de bonus? C'est quoi les proportions à peu près? Je dirais que c'est moite-moite. Ok. Un peu plus bonus, un peu moins fixe. Ok. Donc, disons 300-200. Et quand tu débutes? Et quand tu débutes, ton premier salaire, si tu as 25 ans, je dirais qu'aujourd'hui, ou j'inflate comme tu veux, Ouais. mais on va dire aujourd'hui, je dirais que tu commences, à mon avis, à 80K Ouais. de fixe. Tu as un petit bonus en première année de 20K. Ouais. Et voilà, et après, du coup, Et après, tu fais ton ascension, Ouais. d'accord, là-dessus. Ok. Justement, tant qu'on parle de rémunération, je t'ai préparé un petit use case où les gens qui nous regardent, pour certains, ils ont peut-être 10 000 euros de côté. Ce sera notre premier use case. Les premières primes de commerciaux, souvent les commerciaux, leur part variable, quand ils commencent, c'est 10 000, 20 000, 30 000. Disons qu'ils ont 10 000 euros pour le premier use case. Deuxième use case, c'est un commercial qui a plus d'expérience, quelqu'un. Lui, il a 100 000 euros à placer. Et où il a fait une super vente, il a touché 100 000 euros de prime. Et le troisième type, c'est 1 million d'euros à placer. Donc là, je pose la question à Mathieu Chandelier. On va regarder les 3 cas. Aujourd'hui, avec 10 000 euros, du coup, qu'est-ce que tu ferais pour faire fructifier cet argent? Alors, je repositionne juste ta question pour Ouais. poser ma remarque. Qu'est-ce que je ferais si j'étais un commercial qui avait touché 10 000 euros? Et avec les connaissances que tu as aujourd'hui dans le monde de l'investissement. Donc, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis commercial, je touche mon premier bonus Voilà, et tu as j'ai 10 000 10K. euros. Tu as 10 000 euros que tu veux placer. Comment tu les Je places? les investis en actions. Ok. Quoi comme action? Je crée un portefeuille pour le jeu de l'exercice et on va se dire que j'espère toucher d'autres bonus. Ouais. Et donc, je vais le faire de façon méthodique. Et donc, je vais construire un portefeuille. C'est tes débuts, c'est tes premières tours de roue en bourse, quoi. Et donc, je vais construire un portefeuille selon les méthodes que je te décris. Je ne vais pas te donner de nom de stock. Ouais. Mais Et qu'est-ce que tu penses des ETF? Par exemple, c'est très populaire en ce moment. Ah bah non, mais tu mets tout sur le S&P 500, quoi. alors, je comprends très bien la logique et c'est très bien pour quelqu'un qui n'a pas de temps et qui fait un arbitrage entre un fonds qui prend des frais et qui n'est pas sûr de surperformer Ouais. et un indice. Et lui, il se dit, bah, attends, moi je suis tranquille, je vais faire l'indice sans payer de fees. Make sense. Pour moi, ça n'a pas de sens parce que moi, ça C'est ton m'intéresse. métier. Ouais. Et puis, j'ai besoin de donner du sens aussi. J'ai Mais- envie mais- d'investir dans un truc que je comprends et de me transposer, de me dire, ce truc-là, Ouais. ça va marcher, etc. Donc ça, c'est important aussi. C'est une dimension à prendre en compte. Si tu as 10 000 euros, peut-être que tu as envie d'investir dans des choses qui ont du sens ou avec un certain impact. Donc, pour le cas numéro 2, on va faire, tu as juste envie d'optimiser une chose, c'est le return. Toi, tu peux donner des conseils, mais évidemment, tu parles à des commerciaux, donc ce n'est pas forcément leur métier. Cette fois-ci, ils ont 100 000 euros à investir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur une stratégie plus agressive? Je vais te décevoir, mais c'est exactement la même réponse. Ouais. Et la raison pour laquelle c'est la même réponse, c'est qu'en fait, moi, je veux maximiser le return toujours, Ouais. mais je veux le maximiser à long terme. Ouais. Et donc, en fait, c'est la même réponse dans le sens où je comprends pas l'idée, à part si tu me dis tu peux mettre du levier. Mais nous, on ne met jamais de levier. il y a Par pas de exemple, levier. parlons-en. Donc, ces cas-là, on les fait, tu as tous les instruments possibles et imaginables. Tu es face à ta décision, tu as 100 000 euros sur ton compte en banque. Tu peux les mettre dans l'IMO, tu peux acheter de la crypto, tu peux les mettre en bourse, tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre la mode un peu des produits, il y a des gens qui achètent des voitures ou des montres parce que c'est en train de prendre de la valeur, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme option qui se présente face à toi? Alors, moi, je
Je fais que des actions. Alors, Ok. c'est de la déformation Toi, t'es un professionnelle. vrai- Désolé, hein, je suis un À mongolien. titre perso, à titre, Je suis complètement obtus. Mais à si titre tu veux, perso, t'as que des actions. Toi, je vais te le t'investis que dans formuler les d'une actions. manière plus compréhensible. Ouais. Moi, je pars du point final. Ok, donc dans le temps. Ouais. Donc, j'ai l'intention de faire ça très longtemps. Et je me dis, ce que je veux maximiser, c'est le point final. Et donc, si je te le dis comme ça, tu comprends bien que, en fait, tout risque, la sensation de risque que je vais prendre, elle n'a pas de sens, puisque j'ai beaucoup de temps devant moi. Enfin, Ouais. j'espère. Et donc, ça veut dire que si je veux maximiser le point final, ce qu'il faut, c'est que je maximise le return en réduisant le risque au maximum. Donc, il faut que je joue sur les deux tableaux. Donc, je ne peux pas isoler l'un des deux composants. Ok. Et donc, que tu me donnes 10 000, 100 000 ou 1 milliard, je vais faire la même chose. Tu me donnes la même réponse. Je te donne la même réponse. Mais toi, parce que toi, tu es full action. Genre, Mm. t'as pas d'autres investissements, tu fais pas de limo, tu n'utilises pas le Alors, levier. Tu vois, souvent, on parle de levier quand même de la après, dette. moi, je te parle de moi, mais je suis marié, on a un patrimoine, on n'a pas Ouais. que ça, mais là, je te parle, je réponds à ta question de Ouais. comment tu ferais toi. Ouais. Et donc, Pour évidemment, des commerciaux, tu vois, qui débutent, tu vois, il faudrait un truc simple. Ouais, je pense que c'est ça qui serait intéressant, tu vois. C'est pour des gens qui débutent et qui savent pas trop quoi faire avec leur argent. Tu vois, tu as 10 000 euros, tu viens de toucher une prime, tu as envie de la placer, tu veux pas la cramer, tu veux pas t'acheter une Rolex avec. eh ben, investis-le dans des actions. Achète des actions, on n'achète que des actions. Tu vois, je ne suis pas en train de me vendre, hein. D'ailleurs, nous, on est pour des investisseurs qualifiés, il y a un montant minimum, etc. Mais moi, je crois vraiment que la recherche, le stock picking, Ouais, s'il est fait avec beaucoup de passion ouais. et qu'on a du temps et l'énergie, alors c'est ça aussi, tu vois. Et ouais, Et c'est ben, je trouve dangereux. que c'est powerful. Et c'est powerful. Mais toi, tu l'as prouvé, parce que tu as un super return. Mais je reprends l'étude Spiva. Enfin, si tu te dis, s'il y a 80% des gérants qui n'arrivent pas à surperformer un ETF, comment toi, en tant qu'individuel, tu vas être capable de le faire? Si, comme tu as dit, tu mets un max de ressources, tu passes beaucoup de temps, et donc c'est ce que toi tu fais. Et toi, tu as ton job à côté et tu ne peux pas forcément tu vois, y investir autant de temps. Quoi. T'as raison, je comprends ce point. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je dis que l'ETF a beaucoup de sens. Ouais. Dans un indice, tu répliques un indice. Et faire du levier IMO, tu vois, sur la tranche 100 000 par exemple, et dire tu prends 30 ou 40 000 pour faire un apport et tu te leverages sur un truc à 300 000 ou 400 000. Alors, mon conseil, ce que je ferais personnellement pour la résidence principale, c'est que j'aurais aucun problème à évidemment mettre de la dette, naturellement. Parce que le levier, c'est quand même plus puissant. Bien sûr, pour la résidence principale. Donc tu te leverages à fond sur ta RP et après que la bourse. Quoi. À fond, je sais pas, mais évidemment, ça a du sens de s'endetter pour sa résidence principale, mais tout le monde est d'accord là-dessus, c'est très consensuel. Ouais. Et en dehors de Pas ça, très intéressant, un peu logique. en dehors de Non, non, mais ça, c'est vrai, c'est classique. Après, ouais. ouais, en dehors de ça, je ferais des actions personnellement. Ouais. Euh, Faut parler action. Ok. je suis pas fan de crypto, Ouais. on en a parlé pour toujours les mêmes raisons d'ailleurs. Pourquoi t'es pas pour les cryptos? Je suis pas, alors, ça me fait marrer, je suis ça m'intéresse, Ouais. mais pas pour investir, parce que pour moi, le Bitcoin, quoi qu'on en dise, ne génère pas de valeur. Et moi, je sais pas, il doit me manquer une case sur ces trucs-là, mais je peux pas investir dans quelque chose qui ne crée pas de valeur. Et d'ailleurs, avant qu'il y ait le Bitcoin, il y avait l'or. Et Mhm. moi, on m'a toujours dit, il faut diversifier en achetant de l'or, c'est génial. J'ai jamais compris. Quand quelqu'un me dit ça, et c'est pas une mauvaise blague, je me disais, mais quel intérêt? Ouais. Pour moi, on investit dans quelque chose qui crée de la valeur. Et donc l'immobilier rentre évidemment dans cette catégorie. Ça crée de la valeur, ou en tout cas, tu n'as plus à payer un loyer si tu es propriétaire. Et les actions, dans lesquelles en tout cas on cherche à investir, elles créent aussi de la valeur. Ok. Donc c'est aussi simple que ça. C'est notre mandat, c'est notre mission, et c'est ça qui nous fait marrer. Ouais. Donc tu as l'intérêt technique, mais tu as aussi le sens dans ce que tu fais qui est important pour toi. Quoi. Ouais. Donc Mathieu, tu sais, ici, c'est une chaîne qui parle de vente B2B. Donc c'est un sujet qu'on va quand même aborder, même si ce n'est pas ton métier. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est quand je te dis le mot vente ou commercial ou business developer, peu importe, à quoi ça te fait penser? Alors il y a plusieurs choses qui me viennent à l'idée. La première chose, c'est que c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui, puisque je gère un fonds. Mm. Et donc, ce qui me vient à l'esprit, malgré tout, c'est que
quand je présente notre activité avec Hervé, il y a quand même une logique. Si on peut faire une digression sur le mot vente lui-même, il y a l'idée de présenter quelque chose. Et ce qui est, on va dire, un jumeau de l'acte de vente, Mhm. d'une certaine manière. Et donc, nous, on ne vend pas, mais on se présente. Ouais. Et pour moi, dans l'équation, il y a, et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on essaye de bien faire, évidemment, c'est de se présenter de façon la plus claire possible euh, pour donner une bonne image et pour essayer de ne pas faire perdre de temps à notre interlocuteur. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la vente en tant que telle, et ça a été l'une de mes missions en banque d'investissement quand j'étais vendeur ou sales, comme on dit. Là, c'est pour moi quelque chose de moins funky Ouais. parce que j'aime pas la dynamique de vente. C'est quoi la dynamique de vente? C'est ce qui consiste à élaborer une démarche Mhm. qui inclut une préparation, une prise de rendez-vous, des follow-up, des relances, tout ce qui a trait à cette démarche-là a quelque chose de fatigant pour moi. D'accord. Et d'une certaine manière, euh, j'ai l'impression que ces actes-là de vente, c'est-à-dire que cette dynamique, pour moi, n'est pas naturelle dans le sens où, même quand j'étais en banque d'investissement, et là, je fais plus de vente, mais j'ai l'impression que ce sont des métiers de niche dans lesquels tu réponds à un besoin. Dans la banque d'investissement. Dans la banque Oui, d'investissement. parce que et ce que même- tu nous et- disais, tu crées des produits spécifiques en fonction d'une demande. Donc, tu Exactement. vends, entre guillemets, jamais la même chose. Et surtout, le match, il est toujours total. J'ai besoin d'un produit qui fasse ABC, tu fais le produit qui fait ABC. Et donc, la réponse à besoin, elle est là. Et le facteur différenciant, ce sera juste à combien tu prices ce produit, quoi. Alors, disons qu'en banque d'investissement, tu as deux profils. Moi, je me suis réfugié dans le profil technique qui consiste à répondre au mieux à une demande présumée ou réelle. Donc, convaincre par la technique, on pourrait dire ça? Exactement. Ouais. Convaincre par l'adéquation entre ce que tu as structuré comme produit et le besoin. Mhm. Et là, tu me parlais de ce que ça m'évoque aussi aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous, même s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas du tout, justement, il y a cette logique d'approche par la présentation en réponse à une demande, mais il n'y a aucun acte méthodique, rigoureux, de dynamique commerciale, ce que j'appelle la dynamique commerciale. Je suis d'accord. Et en même temps, quand tu rencontres des personnes dans ton environnement et que tu leur parles du fonds que tu gères, Mhm. la manière dont tu vas t'y prendre pour parler, de raconter l'histoire du fonds, tes convictions, ta Ouais. méthodologie d'investissement, elle va impacter sa décision d'investir ou non dans Oui. ce fonds via sa banque. Oui, Et donc ici, on pourrait dire malgré tout que ça pourrait se rapprocher d'un acte de vente puisqu'il y a une forme il y a un impact sur la décision en tout cas. alors chacun peut y décrire ce qu'il y voit. Moi, ce que je vois là, stricto sensu dans ce que tu as décrit, c'est un rendez-vous, un échange où on parle de nos besoins, de nos envies, de ce qui nous intéresse, etc. Et ça, je trouve ça cool. Ouais. Donc, ce que j'aime pas, c'est te dire, Quentin, ce que je fais pas et ce que j'aimerais pas faire, c'est Quentin, j'ai un truc à te proposer parce que, tu vois, je pense qu'il faut que tu regardes, etc. Et puis, je vais te présenter le truc. Et puis, une semaine après, je vais te relancer. Ouais. Et puis, je vais Mais me dire... attends, j'ai envie de t'embêter là parce que tu as un fonds et une perf, même à titre perso, mais tu as un fonds qui fait la même perf que ta perf historique perso, Ouais. parce que c'est toi qui continues Ouais. d'investir dessus. Mhm. Donc, tu as fait combien de perfs ces 2 dernières années avec le fonds? Alors en 2023, on a fait 35% net. Et là, on est à. Monstre. Là, on doit être à 17%. Je sais pas, on est quel jour? 15 mars? En mars, 15 mars. Ouais. Ok. Voilà. Ok. 100 year Donc- to date. Ça peut bouger vite. Hein, mais- Ouais. Donc, tu as un fonds qui a une perf qui est quand même très au-dessus du marché. Ça, c'est factuel. Je veux dire, pourquoi tu n'as pas envie de proposer à des gens. Je comprends ta démarche qui est de dire non, mais je veux parler de mon fonds, mais j'ai pas envie de dire tiens, j'ai un truc à te proposer. Alors que tu aurais intérêt à le faire. Alors, tu peux pas, quelque part, mais moi, je comprends pas. Attends, je peux pas. On a quand même le droit de présenter ce qu'on fait. Ouais, Donc non, si, on a. mais tu as un côté, tu dis je veux pas le faire, mais enfin, pourquoi? Alors que c'est une réalité.
genre quelqu'un qui veut investir de l'argent et qui, les performances passées ne présagent pas des performances futures, évidemment, mais ça paraît être un choix intéressant pour quelqu'un qui va avoir une gestion dynamique de son patrimoine, quoi. Genre, à quel moment, comment tu gères ça d'ailleurs? On en a parlé, je viens de chercher aussi Parce un que peu là-dessus. tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Et après, tu pourrais dire, Mais ça t'intéresse pas de on grossir? pourrait dire, ça pourrait être, il faudrait que tu te fasses violence. Tu pourrais me donner des leçons. Ouais. Mais, mais en première instance, disons, cette démarche-là ne me fait pas rêver. Ouais, mais toi, t'es un compétiteur, t'as envie de gérer de plus en plus d'actifs. Non, non. Ok. J'ai envie de grossir par la perf. S'il y a des gens intéressés qui nous font signe, alors avec plaisir pour basculer dans cet échange. D'accord. Euh, Mais toi, ta source de revenu numéro 1, c'est la gestion de ton propre argent via ce fonds d'investissement notamment. ouais, après, il y a un projet à long terme de faire grossir, et c'est aussi en partie d'ailleurs pourquoi je suis là. C'est-à-dire que le côté visibilité, je te disais aussi qu'on a envie d'échanger, et il y a aussi du bouche à oreille, il y a quelque chose d'intangible. Et il y a la construction, on pourrait dire, d'un soft power. Où tu C'est ça construis... d'ailleurs, je pense, à entre guillemets, ta manière de te faire connaître. Absolument. Majoritaire, c'est bouche à oreille. Absolument. Et du coup, tout ça, dans tout cet intangible-là, ce soft power, on pourrait dire, et ben ça se développe, ça se construit, et ça, c'est intéressant, et c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et si on de manière générale, dans ta vie perso, c'est quoi ton rapport à la vente? Si je sais pas, parfois tu achètes des trucs avec la boîte ou tu t'achètes un aspi ou un truc comme ça. Comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, d'une façon générale, ça me saoule d'acheter des trucs. Je suis pas du tout objet de luxe, décoration, etc. Parce que ça m'intéresse pas. Ouais. Et puis aussi, si tu parles, tu vois, je sais pas si c'est exactement là où tu voulais en venir, mais s'acheter des objets, des montres, des trucs ou des voitures, Ouais. ça me... je sais pas, il y a un problème. Évidemment, tu as un bel objet, c'est cool. Ouais. Mais après, tu vois, une voiture, il faut l'assurer. Donc, il y a des contraintes. Hein, il faut une place de parking. Ouais. Et donc, je te dis pas Ça te saoule. ça me saoule. Toute cette phobie administrative Ok. fait que finalement, j'aime bien faire simple. Et donc, je suis pas très préoccupé par ce genre de délire. Et ce qui est très cohérent avec ton choix de travailler sur le marché action, quand même un marché sur lequel il y a beaucoup de travail, mais une fois que tu as pris ta pause, tu surveilles, etc., mais tu n'as pas comment dire, d'entretien, entre guillemets, à gérer. Plus tu es passif, plus c'est vrai, mais... C'est très juste. Et le côté, on a un peu abordé le positioning. Quand tu as un problème sur les marchés actions et que tu décides qu'il faut vendre Ouais. ta position, eh ben tu la vends. Ouais. Et c'est fait en une T'appuies seconde. sur un bouton et c'est fait, quoi. Ouais. Quand on parle de l'immobilier Ouais. ou de private equity, quand tu as un actif qui te pose des problèmes, eh bien, c'est une usine à gaz. Ouais. Tu mets 1 million dans un appart, t'as les frais de note, t'as le notaire, la documentation, le truc arrive, c'est bon, c'est à toi. Après, si tu veux revendre, faut trouver un vendeur. L'enfer. T'as les... Ouais, L'enfer. c'est la guerre. Alors que L'enfer. toi, aujourd'hui, 1 million, ça te prend un coup de téléphone et c'est terminé, quoi. Voilà. Et donc, c'est tout ce volet analytique qui se fait en amont et pendant, évidemment, pendant l'investissement, il n'a trait qu'à de la réflexion et des C'est échanges ça. de La terrain. réflexion, il n'y a potentiellement pas de limite au temps que tu passes. Voilà, Par contre, la mise en action, elle prend 1 seconde, quoi. exactement. Alors que potentiellement, l'immobilier, on peut se dire que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que les calculs sont, je veux pas, mais les calculs sont a priori plus simples et c'est des marchés où, à niveau, je dirais, moyen plus, il n'y a pas de grosses, comment dire, les arbitrages sont beaucoup plus compliqués à exercer. Par contre, la mise en action, c'est ça qui bloque le plus le genre. D'ailleurs, hein, je pense en immobilier, c'est la mise en action. C'est prendre un risque, l'administratif et machin, et si on doit sortir, c'est pas facile et compagnie, quoi. Ouais, et en même temps, il y a cette idée que l'achat de la résidence principale, c'est le réflexe naturel. Ouais, c'est Et donc, rassurant. c'est en même temps le premier investissement aussi qu'on fait. Ouais. Donc, c'est pas naturel à une échelle, disons, plus de business, d'investissement, mais c'est quand même aussi la première chose qu'on fait en général. Nous. Après, ça a d'autres avantages, l'effet de levier que tu peux y appliquer, les culbutes Oui, que tu peux avoir, complètement. il y a plein d'autres avantages. Complètement. Beaucoup de gens qui sont commencés à s'enrichir avec l'immobilier, quoi. Ok, donc on a ta théorie, on a ton parcours. Maintenant, Mathieu, on veut du concret.
Et notamment, j'aimerais que tu me racontes une histoire, moi qui m'a quand même plutôt marqué, et d'autres comme ça, parce que j'imagine que tu en as d'autres. Quand on s'est rencontrés, donc c'était en 2022, tu m'avais fait lire une de tes notes d'investissement sur une boîte qui s'appelait Nvidia. Depuis, évidemment, ça a cartonné. Est-ce que tu peux nous raconter quels sont, avec Nvidia, les autres moonshots que vous avez détectés depuis l'histoire du fonds? Ouais, alors tu parles d'NVIDIA, c'était pas vraiment un moonshot, dans le sens où c'était quand même une grosse boîte. Mhm. Mais ce que tu veux dire, c'est que quand on a investi sur NVIDIA, c'était en novembre 2022. C'était un stock qui était en chute libre, qui était massivement shorté. Et Shorté, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on vend l'action donc à découvert pour la racheter plus tard, et ça a un effet sur le prix de l'action qui baisse. Voilà. Et donc, on a investi dessus avec notre méthodologie classique, c'est-à-dire qu'on a élaboré des scénarios, on a rédigé une note de 20 pages Mm. avec nos arguments d'investissement, on a parlé à différents experts sur le terrain qui étaient spécialisés dans ce genre de produit. Et donc, on s'est dit, ça risque de baisser, puisque ça fait que de baisser à court terme. Mais à long terme, ils sont quand même dominants sur un marché qui va grossir. Et donc, évidemment, aujourd'hui, ça paraît évident. Et nous, on est en train d'alléger un peu cette pause, etc. Mais à l'époque, c'était un pari contrariant. Et donc, c'est l'une des catégories dans lesquelles on se positionne, un investissement contrariant, lorsque l'opportunité est attractive et que le risque est relativement faible. Ouais. C'est assez contre-intuitif pour le commun des mortels de dire oh, l'action est en train de chuter et du coup on va en acheter. Et c'est ce que vous avez fait. Ouais. Et au final, la perf depuis 2022, elle est de combien sur l'action? T'as une idée? Alors, on a investi en novembre 2022, ouais, ça doit faire x6 depuis. Euh, En un an et demi, quoi. et c'est intéressant ce que tu dis sur les trucs qui baissent. C'est difficile d'acheter quelque chose qui baisse. On n'est pas content quand quelque chose baisse. Il y a Warren Buffett qui dit souvent, je suis content quand ça baisse, je peux en racheter plus. C'est vrai dans certains cas. C'est-à-dire que si tu investis dans quelque chose qui est très attractif et qui verse, par exemple, un énorme dividende et qui fait des buybacks, tu es content d'en racheter plus. Ouais. Mais si c'est une société de croissance et que tu la payes à un multiple de valorisation qui est attractif, mais sans être extrêmement cheap non plus, bah, quand ça baisse, tu n'es pas forcément content. Ouais. Et il te faudra des signaux tangibles qui montrent que le business est vraiment en train d'accélérer pour que tu renforces. Et donc, c'est pas forcément facile, notamment sur un titre comme Nvidia, puisque c'était une société de croissance. Et donc, on n'avait pas encore tous les signaux qui étaient au vert. Et donc, on a un petit peu renforcé quand le titre a commencé à monter fin 2022 ou début 2023, je ne sais plus. Mais c'est pas forcément facile non plus. Et c'est là que notre processus méthodique, élaboré de recherche nous aide. Parce qu'on a, en mettant en place toutes ces choses-là, on a des scénarios, c'est plus clair pour nous et donc c'est plus facile d'une certaine manière Ok. d'être contrariant. Ok. Et deux autres, tu peux nous donner deux exemples rapidement Ouais, je peux parler d'un investissement récent. Disclosure, c'est pas un conseil, Ouais. c'est une conviction personnelle et Ouais. je suis là à titre perso pour parler. On a investi euh, il y a quelques mois, 2 mois, dans un titre qui s'appelle Robinhood, Ouais. qui est un courtier controversé US. Mm. Pourquoi controversé et shorté, encore une fois? Parce que il y a eu une controverse au moment du Covid où il y a eu beaucoup d'ouvertures de comptes. C'est donc un courtier, Ouais. donc des investisseurs particuliers ouvrent des comptes titres chez Robinhood Ouais. et ils en ont beaucoup ouvert au moment du Covid parce que les gens étaient un peu désœuvrés. Et donc il y a eu ensuite ce qu'on appelle une bulle sur certains meme stocks Ouais. ils ont été obligés de refuser certaines opérations pour des raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc ça a généré un espèce de Mauvaise pub pour Robinhood. quoi. mauvaise pub. Mm. Et ensuite, le titre qui a été introduit en bourse en 2021 à 35 $ est monté à 70, à 70, 6 mois après. Et ensuite, ça a implosé ça a réussi à 10 $. Et nous, on a acheté autour de 12. Ok. Et en fait, l'idée, c'est que pour
l'inconscient collectif, en tout cas pour Wall Street, c'est considéré comme un truc qui va nulle part et qui, euh, qui a fait de l'argent sur du client retail désœuvré. Pour nous, c'est un courtier avec un projet à long terme, une innovation disruptive sur pas mal de produits et pas mal de processus, notamment sur les débouclements, settlement, clearing, etc. Et on pense qu'ils ils vont s'internationaliser, que c'est un business très scalable, et donc il y a beaucoup d'avantages. Ok. Voilà. C'est drôle parce que tu sais que là, tu prends un J'ai peu un été risque. un peu long, j'ai été un peu long. Tu nous dis, donc là, tu as pris cette pause, tu nous dis la valeur, etc. Maintenant, ça va être intéressant de voir. Tu n'es pas un oracle et c'est pas ton métier, c'est de prendre aussi des paumes et on en parlera. Tu nous parleras des erreurs entre guillemets, Ouais. enfin des investissements qui n'ont pas fonctionné. Ça m'intéresse aussi parce que quand tu fais x6, si à la fin tu fais 26% de perf, c'est-à-dire qu'il y a des trucs où tu t'es un peu cassé le nez, j'imagine. Tu pourras nous en parler. Mais en tout cas, là, c'est marrant parce qu'on met dans le temps, on pose dans le temps une conviction sur laquelle on ne peut pas savoir si ça va bien se passer ou pas. Et donc, on pourra voir dans quelques vrai que mois ça, ou c'est années sympa. ce que ça donnera. Donc, justement, ça nous fait une très bonne transition. Est-ce que tu peux nous parler d'une ou deux erreurs? Alors, c'est facile à expliquer généralement en après-coup, mais et surtout l'impact qu'elles ont eu, à quel point ça a été des erreurs. C'est quoi tes pires investissements? Alors, je vais donner quelque chose de récent. L'année dernière, alors, désolé, c'est un peu technique, je peux pas dire en 10 secondes, sauf si je dis, bah, on s'est planté, voilà, bon, basta. Ouais. Mais il faut que j'explique pourquoi. Quelle action, combien? En 2023, en Mhm. début d'année, certains équipementiers automobiles, qui est un secteur aussi qu'on connaît bien et qu'on pensait bien comprendre. Et pour faire simple, les équipementiers automobiles ont été pénalisés pendant longtemps parce qu'il y a eu des disruptions Covid, ensuite il y a eu de l'inflation, ils ont du mal à répercuter les hausses de coûts sur leurs clients, les constructeurs automobiles. Et en 2023, on s'est dit, le marché automobile redémarre et ils vont commencer à répercuter les hausses de prix sur leurs clients. Et donc, ils devraient avoir un levier opérationnel intéressant. Et donc, ça risque de doper leurs marges. Et donc, les prix des actions vont monter. Alors, quand je te dis ça, c'est global. Nous, on a renforcé certains équipementiers Mm. en faisant des notes de recherche de 25 pages, en parlant à en faisant tout ce qu'on pouvait faire pour maximiser notre probabilité d'avoir raison. Et on s'est trompé. Le levier opérationnel ne s'est pas matérialisé. Il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Pourquoi il ne s'est pas matérialisé? Notamment parce que les contrats des équipementiers automobiles sont des contrats à long terme. Donc l'inflation qu'on a observée depuis 2021, en fait, elle les a impactés dans leurs coûts, mais eux, les livraisons qu'ils faisaient en 2022 et même en 2023 portaient encore sur des contrats historiques. Ouais. Et donc, en fait, il y a eu le décalage était trop fort et donc ça n'a pas impacté. Et donc, ça a continué d'être un business compliqué. Et donc, on a perdu sur ces investissements-là. À quelle valeur à peu près vous avez perdu, la relative? On a dû perdre en moyenne sur 2-3 positions d'équipementiers, 30% pas sur chacun de ces équipementiers Ouais. en 2023 et ça représentait en moyenne 4%, 5% chacun et on en avait 2-3. Ok. Donc la perf, l'impact global, Ouais. il est de quelques pourcents sur le fond. Ok. Ça ne nous a pas empêché de faire 35%, Ouais. mais c'était quand même une erreur. Ok, donc maintenant on va passer à ce qui est maintenant une tradition sur cette chaîne, c'est les jeux de cartes. Je fais des jeux de cartes personnalisés pour tous les invités et j'ai préparé pour toi 4 cartes Trop bien. aujourd'hui. Bah ouais, c'est trop bien. Du coup, je suis sûr que tu as hâte de voir les cartes et du coup je vais te les présenter. Tu vas en choisir une et puis il y aura des questions différentes en fonction et des discussions Je peux en choisir différentes. deux? Pour l'instant, tu en choisis une. Ok. Sois discipliné. Tu en Ouais. choisis une et puis Alors, on va commencer par celle-là. ok. Une raquette de tennis. C'est une raquette de tennis, effectivement. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette image? C'est un hobby, mon hobby principal, on va dire. Ouais. Et donc, je fais du tennis à un bon niveau. Je suis bien classé. Je suis entre 3,6 et 2,6. Je suis redescendu 3,6, mais Ok. on va dire. C'est quoi 3-6 dans les déciles? C'est un bon niveau de club. Ouais. Et c'est un niveau pourri pour ceux que tu vois à la télé. Ok. Mais bon, c'est amateur, donc c'est déjà pas mal. Et puis, ça m'inspire aussi
la compétition, je fais l'été des tournois de tennis, je trouve ça hyper cool. Ma femme joue aussi, donc on fait des tournois ensemble. On a 2 filles, elles commencent à jouer un peu, donc c'est une activité assez cool. Et puis, ouais, dans la compète. On me dit toujours que j'ai l'esprit de compète, et c'est vrai Ouais. que le tennis, c'est quand même un sport assez physique, assez mental, et donc ça me convient bien. Et j'ai assez du mal paradoxalement à imaginer comment l'esprit de compète dans ton job, c'est utile parce que enfin, ton adversaire, il est invisible, quoi. C'est vrai, c'est vrai, C'est qui mais ton adversaire dans le job? c'est euh, c'est un mix entre nous-mêmes, disons, J'allais dire, me dis pas moi-même. et non, mais c'est l'environnement. Il y a un environnement avec plein de données, avec plein de variables, et il faut composer avec ce qu'on peut composer, avec l'information à laquelle on a accès, Mhm. pour faire le mieux possible. Ok. Et le point commun avec l'esprit de compétition et le sport, etc., c'est que euh, tout part quand même de l'envie. Si tu veux bien faire, il faut avoir envie de bien faire, et c'est quand même la même chose sur les marchés financiers. Et l'envie de Ça- bien faire, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient de l'envie tout court, genre l'intérêt pour la matière, ou je suis un peu cliché en disant ça peut-être, mais est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Non, je pense que c'est l'intérêt. Ouais. C'est l'intérêt, et aussi après, il y a une question de personnalité. Moi, il y a pas mal d'énergie, d'envie en général, et après, elle se focalise sur les choses qui ont du sens pour moi. Ok. Et donc, d'accord. Et c'est un sport, si je pouvais le dire, l'investissement, c'est un sport où on compte les points aussi, Ouais, les points de pourcentage ou les points, absolument. les euros, les dollars. Belle métaphore. Ouais. Niveau mental, pour finir sur la question du sport, si on faisait un parallèle, pourquoi c'est important d'avoir, ou peut-être que c'est pas du tout important d'ailleurs, tu vas me dire, mais est-ce que l'aspect mental c'est important quand tu gères des fonds? Ouais, bien sûr. Et de ce point de vue, d'ailleurs, le tennis, c'est une bonne soupape pour pas faire que travailler, puisque quand tu es investisseur, que tu es entrepreneur, toi-même tu es entrepreneur, donc tu sais qu'il y a quand même, euh, il y a, t'es plus impliqué dans ce que tu fais probablement, et aussi sur les marchés, bah, il y a toujours des news, etc. Et donc le fait d'avoir des activités quelques heures par semaine qui te permettent d'avoir un équilibre et de te préoccuper d'autres choses aussi, c'est important. Hmm. Une soupape, du coup, Ouais, ouais. pour décompresser. Souvent, on dit un tournoi de tennis, c'est un peu comme un voyage, mais accéléré. Parce que tu vas faire quelques matchs, Ok. mais tu t'es focalisé sur autre chose. Il y a une implication assez intensive, physiquement, mentalement, Hmm. nerveusement. Et donc, tu reviens, tu as l'impression d'avoir pris 3 semaines de vacances, alors qu'en fait, tu as fait 3 matchs en 2 jours, quoi. Ouais, 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 je comprends. Et Et puis tu as des enjeux micro au niveau du match, et puis tu as un enjeu macro au niveau du tournoi. Comme dans tes invests, tu as un enjeu de perf de portfolio, mais tu as un enjeu à chaque investissement que ouais, tu fais, complètement. et tu veux qu'il soit gagnant, quoi. Très juste, Ouais. très juste. Ouais, chaque investissement, c'est un peu comme tu te prépares, après c'est pas le même time frame, c'est beaucoup plus long, mais c'est un match. Ouais. Ouais. Ok, cool. Bah écoute, je vais te laisser choisir la prochaine carte. T'as plus que 3 choix. Je vais prendre un livre. Ok. Tu dessines hyper bien, hein. Ouais, t'as vu, c'est magnifique, hein. Tu Bravo. sais comment je fais ces cartes? Vas-y. Je prends le bout Je vais vous raconter la vraie histoire. Je prends le truc blanc là, je Ouais. le colle sur mon écran de PC. Je prends un marqueur et je tourne autour. Tu sais, je tape livre, icône sur Google et je recouvre dessus. Et voilà. Je suis piètre dessinateur, autrement, les gens le savent. Du coup, donc c'est un livre. Et du coup, ça revient à une question qui est importante pour beaucoup de monde sur la lecture, qui est quelque chose qui est une source soit d'évasion, d'apprentissage, peu importe. Je sais que tu lis. J'ai vu plein de livres quand je suis venu te voir à Genève, derrière toi, dans ton bureau. Qu'est-ce que tu aimes lire en particulier et pourquoi? Alors, j'aime lire surtout des choses qui ont trait au business. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de pas faire une introspection de 4 heures. Ouais. C'est comme ça. Il se trouve que l'investissement, il faut quand même ingurgiter pas mal de données. Euh, euh, et donc le livre, au sens, on va dire, figuré, pour moi, ça inspire que j'aime étudier, j'aime analyser des données, qu'elles soient d'ailleurs que ce soit des livres ou regarder des vidéos d'interviews, etc. Mm. Et donc j'aime me documenter, ça fait partie d'un process qui me, qui m'inspire, qui m'intéresse et qui me permet d'élaborer des convictions en général. Et donc pour les livres en tant que tels, j'aime les livres de business, j'aime un peu la littérature, mais ce que tu as vu au boulot, c'est des livres de business essentiellement, Ouais, des des biographies, biographies, ouais, voilà. euh, des,
Des bios, ouais, sur des entreprises en général, ou sur des investisseurs. Meilleur bio que c'est lu? C'est quoi les 2-3 meilleurs bios que tu conseillerais? Ce qui me vient en tête, c'est j'ai bien aimé celle de Rockefeller. Ouais, Elle est hyper longue, il y a un côté un poil soporifique, mais ce qui est dingue, c'est que le mec est parti de nulle part, quoi. Il habitait dans une décharge et il a quand même dominé un marché gigantesque. Et donc c'est marrant le cheminement. Ce qui me plaît, c'est le cheminement, ce que la personne pensait au moment où il faisait, se remettre dans le contexte, etc. Et donc ça, j'ai bien aimé il y en a une qui s'appelle Shoe Dog. ouais, C'est le fondateur de Nike. ouais. C'est assez marrant. Il y a un côté exotique. Ça, il a mis 15 ans à galérer avant que ça prenne. Ouais. Plus littérature classique. Je crois que tu es un fan de Zola. Oui, ouais, il y en a deux, trois que j'aime bien de Zola. Ouais. L'Assommoir, par exemple. Ouais. J'aime bien. T'aimes bien quand ça tabasse? Ouais. J'aime bien les trucs un peu glauques, je sais pas pourquoi. Les histoires de misère, je sais pas pourquoi. Ok. Et donc, si je devais t'en citer deux, trois, peut-être j'ai adoré Les raisins de la colère, Steinbeck, Ouais. Crime et châtiment, Dostoevsky. Voilà. Toujours dans le même thème. Ok. Et bah écoute, il en reste deux, mais on va faire qu'une seule. Ouais. Ouais. Choisis. Ok. Ça, Bouddha? Ouais, c'est un Bouddha, c'est un peu un vieux sage. Oh my gosh. La question qui vient derrière ça, c'est si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 15 ans, Ouais. qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Dans quel mode? Tout. Tu le re-rencontres. Là, tu as vu ce que tu as vu ces 15 dernières années. Tu te souviens normalement à peu près de l'état d'esprit dans lequel tu étais dans 25 ans, ce que tu avais envie de faire, comment tu voyais ton avenir, avec plein d'illusions, enfin de désillusions peut-être par la suite, mais voilà, plein d'idées sur ce que ça pouvait être et ce que tu avais envie de faire. Puis avec le temps, j'imagine que les choses, elles ont évolué. Moi, je trouve ça toujours intéressant de se dire, ok, ouais, qu'est-ce que je me dirais si je me retrouvais pour me rassurer, me donner de bons conseils, peu importe le domaine, pro, perso. Alors attends, je suis un geek, donc j'ai juste une question avant de te répondre. Ouais. Est-ce qu'on suppose que je peux dire au mec de 25 ans ce qui s'est passé? Ou en fait, c'est Non, juste... tu peux pas vraiment lui dire. Par contre, toi, tu sais ce qui s'est passé, donc tu peux te baser ton conseil là-dessus. Je sais pas si je vais lui dire un truc, parce qu'il va faire ce qu'il peut avec les moyens du bord. Si je devais lui dire un truc, ce serait peut-être d'aller plus vite de se recentrer plus vite sur ses passions, Ok. enfin sur sa passion professionnelle, puisque même si on peut pas dire que j'ai perdu beaucoup de temps, j'aurais pu plus vite faire de l'investissement, et donc j'aurais commencé ma trajectoire d'investissement un petit peu plus tôt. Ouais. Et en même temps, quand tu avais 25 ans, tu savais que tu avais envie de faire ça, mais tu l'avais jamais vraiment fait. Ouais. Tu étais attiré par ça, mais on avait parlé de ton expérience tout à l'heure, tu n'as jamais eu la possibilité de vraiment le faire de manière professionnelle, parce que c'était pas exactement ça ton job Ouais. quand tu étais en banque d'investissement. Donc peut-être qu'à 25 ans, ça aurait pu pas te plaire en le faisant au début. Et tu vois, tu peux pas réécrire l'histoire. Bah, tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé par je lui dirais Ouais. peut-être rien, parce Ouais. que il y a quand même beaucoup d'aléatoires dans une carrière et tu Fais-toi composes. confiance, Tu continue. composes, ouais, voilà. Ouais, ok.